tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés, mes confrères Raphaël Ruffier-Fossoulé, Damien Gouy-Perret. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Et face à vous aujourd'hui, le conseiller municipal d'opposition à Vénissieux, Farid Benmoussa. Bonjour Farid. Bonjour Alexis. 3 sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui, les couacs à répétition sur le réseau TCL, la subvention de Villeurbanne à Alliance Citoyenne et puis la fête des Lumières. Bruno Bernard a décidé de hausser le ton après les nombreuses pannes subies par le métro lyonnais. Le président de la métropole et du Citral devait rencontrer son homologue de Keolis, l'exploitant du réseau TCL. Et l'élu écologiste a annoncé que 25% de l'abonnement d'octobre serait remboursé aux abonnés, tout en laissant entendre qu'il allait demander à ce que Keolis règle la note de plusieurs millions d'euros. Alors messieurs, il reste 2 ans avant le passage à l'allotissement du réseau TCL et donc à la possible fin de collaboration avec Keolis. Est-ce que c'est courageux de la part des Verts d'aller au clash ou bien c'est s'exposer à une possible dégradation de l'offre et du service? Raphaël. Courageux. On est dans un contrat privé avec un délégataire, il faut faire appliquer le contrat. Donc après, moi je ne suis pas expert en droit sur cette situation. Mais si dans les contrats, ils ont de quoi obtenir un remboursement de la part du délégataire, il ne faut pas hésiter. Dans l'autre sens, dans ce type de contrat, le délégataire n'hésite pas non plus. C'est des contrats qui sont de longue durée. On découvre souvent qu'il y a beaucoup de clauses qui se retournent contre le contribuable. Donc il n'y a aucune raison de faire de cadeaux. On est dans un contrat de droit privé. Damien ? Moi, je crois que le remboursement demandé 25% n'est pas très clair. Ça correspond à 15 € de remise sur un abonnement mensuel. En réalité, ça ne rembourse absolument pas les inconvénients subis par les usagers. Donc c'est assez ridicule, parce que les 15 € ça ne va pas remplacer les déplacements de substitution qui ont eu lieu plusieurs fois. Ce n'était pas la question. Pardon ? Mais ce n'était pas la question. Non, ce n'est pas la question, mais la vraie question, c'est de savoir si en fait il a demandé assez. Et moi, je pense que 25%, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a quand même des gens qui subissent ces inconvénients depuis un moment. 15 € par mois, ce n'est pas grand-chose. Et par principe, en général, dans une entreprise privée, quand elle ne rend pas le service, on ne paye pas du tout la facture. Donc je trouve que 25%, c'est assez ridicule. Et oui, il a intérêt à partir au clash, parce qu'il y a un moment, effectivement, il y a des contrats. Je n'ai pas non plus le contenu des contrats. Il y a un moment, il faut faire appliquer le contrat. Si le service n'est pas rendu, on ne le paye pas, en dehors des 30% qu'on verse à l'avance, en général, quand on passe une commande. Farid ? Pour moi, les 25% qui représentent 15 €, c'est ridicule. C'est bien qu'ils demandent un remboursement, mais pour moi, j'aurais fait un abonnement, j'aurais demandé l'abonnement gratuit pour le mois d'octobre. Pour tout, ça aurait été valable par rapport à tous les problèmes énergétiques, les problèmes au niveau de l'essence, etc. Et en plus, ça aurait envoyé un message où non, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous donnez un mois gratuit aux personnes. C'est nos impôts qui sont claqués pour rien du tout. Donc non, moi j'aurais fait l'impôt gratuit et Bruno Bernard, il a raison sur ce moment-là. On sait que la gratuité des TCL, c'est très compliqué. Oui, alors après, il faut même expliquer comment fonctionne le contrat, parce que c'est pas Keolis qui récupère l'argent des usagers, c'est le Citral directement, donc c'est la métropole. C'est elle qui récupère l'argent des tickets et qui va payer le Citral, qui va payer Keolis, l'exploitant, au kilomètre qui va être parcouru par les transports en commun. Donc concrètement, si Bruno Bernard voulait décider de la gratuité, il pourrait tout à fait le décider, lui. Et d'ailleurs, il pourrait le faire pour ce mois de manière à titre exceptionnel, pour cet hiver à titre exceptionnel, en raison de la crise de l'énergie. Ce serait tout à fait légitime. Je pense que ce serait de l'argent mieux dépensé que des primes au litre d'essence dans les stations-service pour le faire baisser de 30 centimes, de l'argent bien mieux dépensé. Ce serait défendable. D'ailleurs, il y a des métropoles qui ne sont pas forcément aussi radicales que les écologistes. Celle de Montpellier va passer à la gratuité. Donc là, c'est un débat politique tout à fait légitime. Ensuite, savoir combien sur cette somme-là Keolis doit payer parce qu'ils n'ont pas réussi à honorer leur contrat sur le mois d'octobre, ça c'est du contractuel, c'est du juridique et peut-être du conflictuel, oui. Alors la solution que propose Raphaël, c'est quand même une solution où la métropole paierait les pots cassés. Il se trouve qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas d'abonnement en TCL et qui n'utilisent pas les TCL. Et ça veut dire que la collectivité, l'ensemble des Lyonnais ou des Grands Lyonnais paierait pour les usagers. Donc il y a quelque chose qui n'est pas complètement logique. Non, on aurait demandé un remboursement à Keolis. Oui. C'est ça le final. Et évidemment, s'il y a une demande de remboursement intégralement à Keolis, oui, on peut l'entendre. En revanche, dire que la métropole peut prendre sur elle de ne pas payer, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, par nos impôts, on va payer pour tout le monde. Vous savez, c'est déjà ce qui se passe, puisque sur le ticket de bus, le contribuable paie 75% et l'usager paie 25%. Donc, une partie, oui, c'est on est déjà aux 3/4, donc on peut passer à 100%. Les transports en commun, donc ça relève de l'investissement, on peut l'entendre. En revanche, faire payer systématiquement tout le monde
pour une partie de la population, c'est pas très logique. Vu tous les problèmes qu'on a eus sur la ligne B, ligne D, ligne A, la moitié des bus qui ne marchent pas, tous les problèmes qu'on a là, ça aurait été un beau geste. Et en cette période, je pense que c'est intéressant de le faire. Et après, c'est vrai qu'il faut donner la facture à Keolis. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de concurrence quand Keolis est arrivé. C'est le plus gros contrat en France. Il n'y a pas eu de concurrence. Il y a eu un seul qui est venu, Keolis. Donc il est arrivé, il a dit les prix qu'il voulait. Donc je pense qu'il s'est bien rempli les poches pendant toutes ces années-là. Et qu'il y a possibilité qu'il fasse un geste. Et on est dans une... c'est la NUPES, c'est les écolos qui ont gagné. Je pense que ça ferait un beau geste d'avoir les bus et métros gratuits. Alors se pose le problème, là par exemple, c'est difficile de calculer parce qu'on ne connaît pas exactement le nombre d'abonnés sur le réseau TCL, mais on peut partir du principe que rembourser 15% aux abonnés, ça va représenter quelques millions d'euros. Donc se dire que l'intégralité des abonnements sur un mois, voire sur l'hiver, effectivement pour compenser la crise énergétique, ça peut vite basculer sur des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, ce qui manquera au final sur le mandat pour améliorer les lignes de bus, pour en créer des nouvelles, ce genre de choses. C'est aussi pour ça que la gratuité des TCL n'est pas faite. Mais ce n'est pas la gratuité sur 6 ans ou 5 ans. C'est là, il y a eu des graves lacunes. Ouais. Lacunes, punitions, on s'arrange. Un mois gratuit, ça permet à des gens de découvrir le réseau TCL. Ça permet aux gens de faire une microéconomie, parce que ce n'est pas énorme sur une année, une microéconomie, mais ça permet au moins, surtout en ces problèmes de crise énergétique, moi je pense que c'est un beau geste et surtout d'une métropole écolo. Ce sera une manière de voir aussi d'ailleurs à quel point le contrat a été bien négocié. Parce que vous avez raison de dire que la dernière fois, il n'y a pas eu de concurrence. Parce qu'à force de ne traiter qu'avec un seul opérateur. Avant, la RATP voulait venir à Lyon. Hein, même d'ailleurs, systématiquement, apparemment, avait fait des offres meilleures que Keolis pour le gérer. Puisque même en première instance, où les services disaient qu'ils préféraient la solution de la RATP, qu'ils savaient mieux gérer les personnels, qu'ils évitaient les grèves, qu'ils avaient... Bon, ils ont une expertise aussi, hein, qui est sans doute tout aussi bonne que celle de Keolis. Et systématiquement, dans les périodes de Gérard Collomb, on choisissait de garder Keolis en échange de la SNCF qui installe ses bureaux dans les tours dont personne ne voulait. C'est comme ça que ça s'est joué quand même ces dernières années. Au final, on s'est retrouvé à négocier qu'avec Keolis, parce que la RATP a dit « écoutez, moi être le dindon de la farce à chaque fois, j'ai pas envie. Les autres opérateurs étrangers qui auraient pu venir n'ont pas voulu non plus. Donc on négocie qu'avec Keolis. » Donc là, on va voir si le contrat permet, quand l'opérateur Keolis n'arrive pas à fournir le service pour lequel on le paye, est-ce que le contrat permet d'être remboursé à hauteur du préjudice ? On va en voir les faits. Alors, on ne connaît effectivement pas les détails du contrat, mais est-ce que Bruno Bernard n'aurait pas intérêt à imaginer de résilier le contrat comme avait pu le faire David Kimmelfeld avec Vinci pour Rhône Express ? On est juste à 2 ans de la fin du contrat pour avancer son projet d'allotissement. Ou est-ce que c'est vu la complexité de ce type de contrat, il faut retrouver un opérateur pour gérer les bus dès demain matin s'il résilie. Donc on est à 2 ans, non, ce ne serait pas raisonnable. Damien ? Ça me paraît également compliqué, effectivement. Comme le dit Raphaël très justement, il faut trouver quelqu'un qui va prendre la place au pied levé. À 2 ans de la fin du contrat, allons jusqu'à la fin du contrat. En revanche, effectivement, dans 2 ans, il faut tout revoir. Il faut voir effectivement comment on fait. Et je pense que la concurrence, ça a du bon. N'avoir qu'une personne en face pour négocier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation en fait. C'est pour ça qu'il faut allotir. Tout à fait. Le sujet de l'allotissement dont on Nous arrivons à être d'accord de temps en temps. Dont on reparlera effectivement d'ici la fin du mandat. Je vous propose de passer à notre deuxième sujet qui nous intéresse. C'est le vote lundi lors du conseil municipal de Villeurbanne d'une subvention de 3 000 € à l'association Alliance Citoyenne. Cette attribution aurait dû intervenir en juillet dernier, mais le vote avait été décalé pour sortir de la polémique du moment, de l'époque, du burkini dans les piscines à Grenoble, pour laquelle se bat activement Alliance Citoyenne. Alors là, rien à voir avec le burkini. Le but, c'est d'accompagner les habitants du quartier villeurbanais Saint-Jean. Les élus de la majorité et de l'opposition étaient quand même un peu gênés de leur donner 3 000 €. Même le maire a rappelé qu'Alliance Citoyenne avait manifesté devant son domicile et que ça ne lui avait pas vraiment plu. Est-ce que les élus peuvent distribuer de l'argent public à des combats louables, de structures discutables et discutées ? Farid, peut-être pour commencer. Pour moi, il n'y a pas de piscine à Saint-Jean. Déjà, ça règle le problème du burkini. Ça enlève pas mal de problèmes. Alliance Citoyenne, on pense que burkini dès qu'on pense à cette association. Mais pour moi, c'est plus une manipulation du maire de Grenoble avec Alliance Citoyenne sur Grenoble pour essayer de faire monter son vote, etc. Le reste du temps, Alliance Citoyenne, elle est située dans toute la France. Elle fait des choses géniales avec les habitants. Elles vont dans des quartiers prioritaires. Elles aident au logement. Elles aident à trouver de la nourriture pour des étudiants qui ont des difficultés. Elles accompagnent les familles.
C'est des femmes, elles se battent, parce qu'il faut le dire, hein, 90% c'est des femmes, elles se battent. Elles sont voilées, elles ne sont pas voilées, elles sont burkinis, elles sont pro-bourg. Ça, je m'en fous. Là, on parle de Saint-Jean sur un point précis. Et quoi qu'il en soit, depuis la loi sur le séparatisme, si je ne me trompe pas, elles doivent signer une convention où elles ne doivent pas faire du prosélytisme et rester dans la laïcité. Elles signent la convention, elles font ce qu'on leur demande et pour laquelle elles demandent une subvention. Très bien. Franchement, je demande à toutes les associations de Lyon et à tous les politiques qui crient sur cette association, venez faire la moitié de ce qu'elles font dans les quartiers, après on discute. Damien, on peut séparer l'association de Alors, certains de ces combats? Je suis assez d'accord avec Farid, c'est une association qui a quand même eu une action qui a un vrai intérêt. C'est difficile de séparer les deux tout de même, puisqu'en fait, quand on donne de l'argent à une association, normalement, il faudrait vérifier que cet argent est bien utilisé dans le but pour lequel on lui a donné l'argent. Et dans le cadre de cette association, on l'a vu à Grenoble, même s'il y a un peu de manipulation de la part de la municipalité de Grenoble, l'association, elle est quand même bien à l'origine, elle est quand même bien derrière cette demande de burkini à la piscine. Donc il y a un moment, il faut, je pense, quand on donne une association, donner l'argent une fois que l'événement s'est déroulé, dire oui, on vous le donne parce que vous avez bien fait ce qui correspond à l'objet. Il faudra aussi alors prévenir le maire de Saint-Étienne qui donne de l'argent, soi-disant dans des associations pour tel ou tel cas, et au final, ça finit pour faire des sextapes. Mais Farid, ce que je dis, ce que je dis est valable pour tous les élus, c'est pas un problème de droite ou de gauche. Je pense que quand on donne de l'argent à une association, on doit lui donner de l'argent avec un objet, et cet argent ne doit finalement tomber que quand l'objet est respecté. Il y a beaucoup d'associations qui font des demandes avec un objet particulier et qui utilisent l'argent différemment. Ça reste de l'argent public, et je pense qu'il faut contrôler l'utilisation de cette subvention, que ce soit à Saint-Étienne ou que ce soit à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, peu importe où. Moi, je suis élu à Vénissieux. Il y a des associations. Moi, j'ai le papier du budget de subvention 2022. D'accord ? 3 000 € pour tel, 7 000 €. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Il n'y a pas d'annexe. Hein. Donc, on commence déjà à le faire dans toute la France et qu'on puisse avoir des annexes, puisse, après l'opposition ou même les citoyens y avoir accès, on peut discuter. Moi, Alliance citoyenne, je les vois. Ce n'est pas 3 000 € qui les font tourner. Hein. Les femmes, elles le faisaient gratuitement avant. Hein. Moi, je connais des associations de partout. Aider son prochain, Alliance citoyenne. Ça, ces femmes, elles vont dans les quartiers, elles vont faire ce que personne ne fait. Mais on dit la même chose, Farid. Oui. On dit exactement la même chose. Et d'ailleurs, l'exemple que vous prenez à Vénissieux de donner des subventions à des associations sans savoir à quoi est destiné cet argent, je trouve ça juste scandaleux. C'est de l'argent public et on devrait demander une justification précise à chaque fois de cette dépense. Il y a beaucoup trop d'associations qui touchent des sommes astronomiques et qui, quelquefois, vont même les mettre de côté, ne pas les dépenser, ne pas justifier de cette demande de subvention. Donc on dit la même chose. Raphaël? Non, mais je suis assez d'accord avec Farid. Alliance citoyenne, c'est une organisation qui est assez intéressante de syndication des citoyens, née dans les années 30 aux États-Unis, avec l'idée que les syndicats s'occupent des salariés, mais en fait, qui va défendre les citoyens dans leur cause quotidienne? Là, ils demandent 3 000 € pour faire un travail d'accompagnement des plus démunis sur les aides au chauffage, en gros, sur les aides à l'énergie cet hiver-là. Donc, une somme qui est quand même relativement faible pour une action qui est très utile et une association qui fait ses preuves dans plein de combats. En fait, on ne voit pas vraiment le problème, on ne voit pas pourquoi ça fait débat, si ce n'est, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est l'affaire du burkini. J'ai envie de dire, et alors? Le fait qu'ils soient pour le burkini, qu'à Grenoble, ils aient mené un combat pour le burkini, qu'est-ce qu'on leur reproche en fait? On leur reproche d'avoir été dans une logique de désobéissance citoyenne. Dans ce cas, on va quand même éradiquer du paysage associatif beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de gens qui n'auront plus le droit à les subventions. Il faudrait peut-être. Peut-être, mais dans ce cas, pourquoi commencer toujours par un peu les mêmes? C'est-à-dire que il faut pas non plus faire une obsession totale sur le voile pour faire un droit exceptionnel simplement sur la question du voile. Et puis après, sur la question du burkini, fondamentalement, qu'est-ce qu'on leur reproche? Les piscines municipales, je vous rappelle, c'est un espace qui est public. Donc dans un espace public, on a tout à fait le droit de défendre. On a le droit de porter un bonnet si on veut. Disons qu'on aime Jésus-Christ. Dans l'espace public, on a le droit d'exprimer ses convictions personnelles et religieuses. C'est la règle de la laïcité, c'est celle-là qui permet de défendre l'expression des citoyens. Donc il n'y a pas de souci. Il y avait une question qui était d'hygiène et sécurité. Le maire de Grenoble, je suis d'accord, là-dessus s'est fait avoir. Il a voulu être un peu plus malin en droit en disant mais le droit l'impose et en fait il se fait retoquer. Il aurait mieux fait d'assumer, comme l'ont fait d'autres municipalités, de dire j'autorise les shorts, j'autorise les burkinis. Et dans ce cas, il n'y aurait pas eu de débat, il n'y aurait pas eu de problème. Donc si j'ai bien compris, à partir du moment où une structure
a des combats louables, on peut lui accorder des subventions. Alors c'est un mauvais exemple parce que c'est un peu biaisé, mais les identitaires qui font des maraudes, mais là où c'est biaisé, c'est que les maraudes sont concentrées sur les SDF français de souche, où il y a eu les histoires avec les soupes aux cochons. On pourrait leur accorder une subvention parce que du coup, c'est bien de donner à manger aux SDF. En fait, je vous demande qu'est-ce que c'est qu'une action discutable. On a le droit en France de dire que, par exemple, on souhaite que pour le 8 décembre, il y ait une manifestation religieuse pour rappeler le lien entre les catholiques et la ville de Lyon. On a tout à fait le droit de... Même si la mairie l'interdisait, on aurait tout à fait le droit d'avoir des associations qui militent là-dessus et ça ne les éliminerait pas de toute une action sociale dans la ville. On a le droit de défendre ses convictions religieuses en France. Donc, qu'est-ce qu'on leur reproche précisément en réalité ? Après ce qu'on reproche à cette association, pour moi, je le ressens comme ça, c'est d'être des femmes de quartier musulmanes. C'est une autre association qui fait exactement la même chose, on ne leur parle même pas. C'est des femmes musulmanes. Après, c'est le vivre ensemble. Est-ce qu'on a la capacité de vivre ensemble ? Nous, l'association No Ghetto, sur laquelle je suis partie prenante, on demande un vrai vivre ensemble. Il y a un vrai combat à faire. Aidez-nous. Faites le combat au lieu de vous attaquer à des petites associations comme ça qui vont aider des mamans à signer des contrats de gaz parce qu'il y a des collègues à Grenoble, à Paris, à Orléans, je ne sais pas, qui veulent mettre du burkini. Elles font leur demande là-bas, mais ici, on est sur un point précis. On est loin d'être des identitaires qui, du jour au lendemain, s'inventent... c'est Sœur Teresa. Alors, ils viennent tabasser le samedi et le lundi, c'est Sœur Teresa. Bien sûr. Non, ces femmes, elles aident 365 jours par an. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était un mauvais exemple. Alors, je crois que cette association, elle n'est pas contestable sur tout le travail qu'elle fait en permanence. En revanche, je ne suis pas d'accord avec Raphaël Ruffier, c'est sur notre approche de la laïcité. La laïcité, pour moi, c'est pas donner les moyens à des gens d'aller contester les règles de la République. Donc, on n'a pas la même lecture de la laïcité depuis que l'État est devenu laïque. Il y a évidemment deux approches de la laïcité. Il y a une approche de la laïcité qui dit, en gros, chacun fait ce qui lui plaît sur l'espace public. Il y a une autre approche, et c'est plutôt la mienne, chacun a le droit d'avoir sa religion sans forcément aller empiéter sur la liberté des autres. Et là, en l'occurrence, avec cette association-là, à Grenoble, on empiète sur la liberté des autres puisqu'on vient imposer le burkini chez des gens dans un espace qui est laïque. Il y a une problématique également... C'est pas laïque, une piscine. Il y a une problématique... C'est la loi prévue. C'est un espace public. Et il y a en plus un problème d'hygiène qu'il faut relever quand même. Depuis la moitié des années 80, moi je ne vais plus dans les piscines publiques parce qu'on m'interdit les maillots, les shorts de bain sous prétexte d'une problématique d'hygiène. Quand on a des gens qui sont couverts de A à Z avec des tissus, on sait très bien que le chlore dans les piscines ne nettoie pas la peau et les tissus de la même façon. Donc de toute façon, il y a un problème d'hygiène. Mais financer des associations qui vont à l'encontre des règles républicaines, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne prends pas forcément le cas de cette association qui fait un travail assez admirable dans les quartiers, je suis d'accord. Mais on en revient toujours à l'objet de la subvention. La subvention, elle doit avoir un objet et être versée une fois que l'objet, effectivement, a été appliqué. Et là, en l'occurrence, dans le cadre de Grenoble, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que... Pas Grenoble. Demandez vrais arguments. L'hygiène, c'est quoi le problème d'hygiène ? C'est les gamins qui se promènent en short dans la ville et du coup gardent le même short pour aller dans la piscine. Là, il y a un problème d'hygiène. Mais s'ils prenaient ce short et que ce short était propre, s'ils prennent une douche avec le propre, s'ils prennent une douche avec ce short avant d'aller dans la piscine, il n'y a pas de problème. Le problème d'hygiène, c'est dans l'usage. Donc c'est la question, est-ce qu'on fait confiance ? Honnêtement, dire qu'il y a un problème d'hygiène sur le burkini, c'est penser qu'il y a des femmes qui se promènent en burkini dans la ville. Ça n'existe pas. Donc en réalité, il n'y a pas de problème d'hygiène sur le burkini. Il ne faut pas arrêter de compter n'importe quoi. Simplement, c'est lié au signe de reconnaissance des musulmans. Avant, c'était la barbe. Aujourd'hui, la barbe, elle serait interdite dans les piscines si les bobos écolos ne s'étaient pas mis des barbes de partout. On pourrait dire des problèmes d'hygiène. C'est à peu près les mêmes problèmes. Dans leur barbe, je nourris 3 familles de Villeurbanne. Là, il n'y a plus besoin de subventions. Pourtant, il n'y a pas de souci. Et je vous dis vraiment que si les bobos ne s'étaient pas mis à la barbe, ça serait interdit dans les piscines aujourd'hui. Juste pour terminer sur cet épisode, avec un angle un peu différent, Raphaël, est-ce qu'il n'y a pas un vrai tournant politique à Villeurbanne ? Puisqu'on voit que l'ancien maire Jean-Paul Brett, lui, a encore redit là récemment qu'il ne fallait pas traiter avec Alliance Citoyenne, puisque Alliance Citoyenne l'avait déjà sondé sur le burkini dans les piscines villeurbanaises en 2019. On sait qu'il a déjà renié son dauphin Cédric Van Stevendel pour l'épisode des législatives. Est-ce qu'aujourd'hui Villeurbanne n'est pas plus insoumise que socialiste ? En sachant que les insoumis au conseil municipal ont porté le dossier de la subvention et que les socialistes étaient un peu plus mesurés. Oui, après, je ne crois pas que Cédric Van Stevendel soit un défenseur du burkini dans les piscines, ce n'est pas du tout le sujet. Là, il est interrogé sur autre chose et il répond de manière rationnelle. C'est Darmanin qui avait mis le feu en disant que c'était des séparatistes, etc. Parce que dès que finalement, effectivement, il y a une expression
d'une liberté religieuse du côté des musulmans, ça devient, ce sont des fondamentalistes islamistes qui viennent, je ne sais pas quoi. Donc, qu'on l'aborde de manière un peu plus rationnelle, ce débat, je trouve ça plutôt sain. Le conflit entre Cédric Van Stevendel et Jean-Paul Brett, je ne sais pas comment le qualifier. Ils reprochent, comme souvent les vieux parrains de la politique reprochent à leurs successeurs de manquer d'hommage à leur égard. Passons à notre dernier sujet du jour, puisque la ville de Lyon a présenté son plan de sobriété pour cet hiver. Objectif, moins 10% de consommation d'énergie. Alors on avait déjà évoqué le sujet tous ensemble. Hein. Farid, vous étiez un farouche partisan de la fermeture de la piscine du Rhône notamment. Et ça n'arrivera pas plus que l'annulation de la fête des Lumières. Alors c'est notre sujet du jour. Fallait-il, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue énergétique, renoncer au 8 décembre son et lumière et se contenter des Lumignons? Ou bien est-ce qu'il faut remercier Grégory Doucet de préserver l'événement? Qui veut se lancer? Farid. Je commence. Allez. La ville des Lumières, on ne fait pas la fête des Lumières? Alors moi, je vous ferme la piscine du Rhône, je vous ferme la patinoire, mais la fête des Lumières, elle a lieu. C'est pas la fête des Lumières de Grégory Doucet, hein. C'est la fête des Lumières de toute la métropole et de tout ce qu'il y a autour. Moi, déjà, les commerçants, ce qu'ils prennent dans la tête, si on leur enlève le 8 décembre, c'est incroyable. Je suis musulman, j'ai aucun rapport avec la fête des Lumières. Je mets mon petit lumignon et je vais aller me serrer avec tout le monde dans les rues de Lyon. Ah non, on n'enlève pas la fête des Lumières, il fait ce qu'il veut, il enlève tout le reste, mais la fête des Lumières... Déjà, en plus, je ne veux pas lui rendre service, je ne veux pas lui donner des conseils politiques, hein, mais déjà qu'il ne va pas au vœu des Géchevins, là, il enlève la fête des Lumières. C'est lui qui est dans le séparatisme après. Hein. Non, on garde la fête des Lumières. Damien? Alors, la fête des Lumières, aujourd'hui, n'a plus de connotation religieuse, depuis quelques années quand même. Alors moi, je serais bien embêté d'avoir à prendre cette décision, parce qu'on sait que s'il annule la fête des Lumières, on va entendre des hurlements. S'il maintient la fête des Lumières, on va entendre des hurlements. Aujourd'hui, il y a quand même un cahier des charges pour les artistes qui est très lourd et qui fait que la consommation est réduite au maximum. Alors, je vous rejoins complètement sur le fait que supprimer la fête des Lumières, c'est quand même le seul événement qui fait briller Lyon en dehors de ses frontières. Et autant on a eu une vraie explication sur l'annulation de la fête des Lumières au moment des attentats terroristes, parce que c'était très difficile de cadrer tout ça, d'assurer la sécurité des gens, autant là, je pense qu'il faut la maintenir. Effectivement, les commerçants en ont besoin, la ville de Lyon en a besoin, les Lyonnais en ont besoin. C'est devenu une grande fête qui est vraiment instituée, qui permet d'attirer environ 2 millions de touristes. Pour mémoire, je vais encore avoir des chiffres qui vont être contestés, mais le tourisme à Lyon, c'est environ 3 500 000 visiteurs par an. La Fête des Lumières en attire au moins la moitié. Ça serait dommage de se priver de ça, effectivement. Raphaël? Oui, c'est difficile de dire autre chose sur un sujet comme celui-là. D'autant que, en plus, la décision est prise de manière unanime par le conseil municipal. C'est suffisamment rare pour être rappelé, surtout depuis le début de ce mandat. L'opposition, on a quand même le maire de Lyon avec les représentants de l'opposition qui font des choix assez courageux dans l'ensemble. Il faut quand même les saluer aussi, parce que moins 10% de consommation d'énergie dès cet hiver, c'est plus que ce que feront les autres. Les autres villes sont plutôt dans moins 10%, mais d'ici 2 ans. Donc, et en plus, avec des vrais choix douloureux. Alors, on garde la fête des Lumières, mais par contre, on met fin au plan Lumière. L'illumination de la ville, qui a quand même fait la fierté de la ville, ça a été un modèle pour le monde entier derrière, avec des entreprises lyonnaises qui ont exporté ce savoir-faire. Donc, ouais, c'est toute la période en fait, autour de Henri Chabert, Michel Noir, à cette époque-là. Ça, maintenant, donc cette fierté-là, du coup, on aura l'illumination des bâtiments seulement un soir par semaine. C'est quand même un choix qui est douloureux. La fête des Lumières, effectivement, ce qu'ils nous ont rappelé, c'est que quand ils ont analysé les chiffres, c'est 30 spots qui sont plutôt des LED. La consommation par rapport au nombre de personnes qui viennent, qui ne seront pas chez elles d'ailleurs et qui du coup ne vont pas se chauffer pendant cette période-là, il n'est pas sûr que le bilan ne soit pas positif au final. Alors, donc il n'y a vraiment aucune raison de l'annuler. D'un point de vue symbolique, pour les personnes qui vont avoir du mal à se chauffer cet hiver, à qui on demande d'éteindre leur Wi-Fi... baissez le chauffage pendant que vous allez faire la fête des Lumières et il n'y a pas de souci. Et ils sortent dehors et ils voient des choses qui sont illuminées toute la nuit et ils ne se disent pas, mais pourquoi moi on me demande de faire des efforts et pourquoi on propose encore ce spectacle qui, dans l'imaginaire, consomme énormément alors qu'effectivement, ce n'est plus vraiment le cas. Il y a une différence, Alexis, entre s'arrêter de vivre et réduire son rythme de vie. Quand on demande aux gens de baisser d'1 degré la température chez eux, on leur demande de faire un petit effort. On ne leur demande pas de couper le chauffage et de vivre à moins 5 degrés chez eux.
la fête des Lumières, il y a un effort qui est fait sur la consommation. Il ne faut pas non plus s'arrêter complètement de vivre. Sinon, on tombe complètement dans le piège justement de la problématique énergétique qui est voulue par Poutine. On élargit complètement le débat. Donc je pense qu'il ne faut pas tout arrêter. Il faut faire effectivement des efforts. Je crois qu'il y a effectivement, je crois que le conseil municipal est relativement courageux dans ses choix. Et personne n'en voudra à Lyon, à la fête des Lumières, de continuer tout en faisant des efforts. Parce qu'ils auront baissé d'1 degré la température chez eux. À 19 degrés, on vit très bien chez soi. Sauf si on y travaille toute la journée, qu'on est assis à 19 degrés. Et honnêtement, 19 degrés, c'est une bonne température à domicile. Ce qu'ils auraient pu faire et qu'aurait fait l'unanimité aussi, je pense, c'est de couper la lumière le 8 décembre. Parce que ça aurait permis de faire plaisir à ceux qui regrettent que la fête traditionnelle ait perdu un peu de son âme, pour raisons religieuses ou simplement par attachement familial. Moi, je me souviens, enfant, que le 8 décembre, il n'y avait pas les illuminations, mais il y avait les lumignons. Et on descendait déjà tous en ville. Et effectivement, c'était plus une soirée lyonnaise. C'est un peu ce qu'on avait retrouvé effectivement après les attentats, malheureusement. Finalement, les Lyonnais avaient eu ce plaisir-là de se balader en ville et de voir juste les lumignons. Donc ça aurait été une mesure qui aurait, à mon avis, pu être acceptée par tous. Moi, je développerais même ça en fête métropolitaine. Parce que, hormis Lyon, moi j'habite Vénissieux, il y a très peu de lumignons. Givors, en fait, toute la banlieue rouge, hyper laïque, non, on ne fait pas de fête de lumière, on ne fait rien du tout. Moi, au contraire, je ferais là une fête métropolitaine où j'enverrais des lumignons, puisqu'on nous envoie des cartes toutes les 2 secondes de la métropole qui coûtent un bras, envoyer des lumignons, qui, pour le 8 décembre, on allume de partout et ça donne vraiment... Là, on parle de vivre ensemble et on parle de communion métropolitaine à travers une fête, comme on dit qu'on a perdu peut-être ce côté religieux. Mais voilà, tout le monde se retrouve autour de quelque chose et on allume les lumières de partout. Avec des lumignons, ça coûte moins cher ailleurs. C'est déjà une fête qui rayonne en dehors de Lyon, puisque dans l'Ain, en Isère, etc., les gens qui ont des racines lyonnaises mettent encore des lumignons le 8 décembre, même sans être dans la ville de Lyon, dans la métropole. Alors je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut peut-être pousser, élargir un peu cette fête des Lumières. Ça fait des années que je dénonce le fait qu'elle soit très centralisée et que même dans Lyon, certains arrondissements n'en profitent pas au maximum. On devrait peut-être faire des circuits pour que les gens découvrent le reste de la ville de Lyon et pas uniquement la presqu'île. Alors, le problème de ça, c'est que ça a été fait, par exemple, l'année dernière, à la demande des écologistes. On se souvient qu'il y a eu quelque chose aux Subsistances, il y a eu quelque chose au parc Sergent-Blandan, et que les parcours entre ces 2 spots et la presqu'île où tout est concentré sont trop longs à pied, voire éloignés des transports en commun, parce que les Subsistances, il n'y a pas de métro à côté. Pareil pour parc Sergent-Blandan, et que du coup, ils ont été un peu boudés par les visiteurs. Il n'est pas interdit d'imaginer que la fête des Lumières pourrait, en dehors de la problématique énergétique, pourrait durer 8 jours et qu'on aurait un tiers de Lyon allumé les 2 ou 3 premiers jours, un autre tiers, puis un tiers, de façon à ce que même le Lyonnais, à chaque soirée, découvre un nouveau quartier avec une fête des Lumières. Je pense par exemple à la place des Frères Lumière. Je pense au 6e arrondissement, c'est toujours le parc de la Tête d'Or. Je pense à Saint-Jean, je pense à la Duchère, je pense à tous ces quartiers qui ne voient jamais... effectivement, qui n'ont jamais accès directement à cet événement-là. Et on pourrait très bien découper Lyon en 3, se dire presqu'île, rive gauche, rive droite, étalé sur 3 jours. Et je pense que ça recréerait une dynamique. Et quel est le problème d'avoir des espaces qui fonctionnent bien et qui soient très très populaires, où il y ait vraiment la masse qui s'agglutine, et puis des espaces qui sont plus des fêtes de lumière de quartier? On fait ça pour la fête de la musique, on fait ça en fait pour tous les événements. C'est assez logique que l'agglomération s'en empare dans son ensemble et qu'on puisse faire la fête des Lumières un soir dans son quartier et puis un soir en presqu'île pour faire les grandes installations. C'est vrai que la fête des Lumières, qui est comme ça s'appelle le quartier Lumière, il n'y a rien, c'est mort ce soir-là. C'est complètement... Et pourtant, il y a des habitants, et pourtant, ils font des fêtes qui marchent super bien le reste de l'année quand ils ont besoin. On devrait faire dans des quartiers comme ça, on devrait donner l'envie à tout le monde de faire la fête. On a galéré là, avec le Covid depuis je ne sais pas combien de temps. Il ne faut pas qu'il nous l'enlève, la Grégory Doucet. Bon, je crois qu'on tient un concept. J'espère que Audrey Enoch, l'adjointe qui s'occupe de la Fête des Lumières, nous regarde. C'est la fin de notre émission. Merci à tous. Merci à vous qui nous regardez chaque semaine. Donc, on inclut Audrey Enoch. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à vendredi prochain.